Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui sur la chaîne, je suis hyper contente de pouvoir inviter Thomas Gillot. On va parler de branding, on va parler de print on demand. Si tu découvres cette chaîne ou si tu es abonné, c'est que tu t'intéresses à la création d'une marque. Et donc tout ce qu'on va aborder aujourd'hui va t'intéresser parce qu'on va parler finalement de moyens de lancer sa marque en partant de zéro avec des petits budgets, des astuces. Thomas va partager avec nous son expérience sur la création d'une marque. Moi, si tu ne me connais pas encore, je suis Nati, je suis la créatrice de la marque Inaden. Donc, j'ai créé une marque de sac à main en 2013. Donc, ça fait 7 ans que je vis de mon business. La marque, elle est vendue dans des points de vente, en ligne. Et j'ai même écrit un livre, Créer sa marque rentable en partant de zéro, que tu peux obtenir dans le lien en barre de description de cette vidéo. Et vraiment, sans plus attendre, on va commencer cet échange avec Thomas et je te souhaite une bonne vidéo. Donc salut Thomas. Salut. Écoute, je suis hyper contente d'avoir cette discussion, cet échange avec toi. Et donc ce que je te propose déjà, c'est de te présenter, de dire un petit peu ce que tu fais et pourquoi pas aussi de nous expliquer quand est-ce que tu t'es lancé sur le print on demand et voilà les bénéfices que tu y trouves. Carrément, bah, écoute, merci de m'accueillir sur ta chaîne, ça me fait plaisir. C'est vrai que moi j'ai un parcours un peu atypique, c'est qu'en fait je suis tombé dans le print on demand sans le vouloir. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le print on demand, parce que c'est vrai que c'est pas très, très connu, ça commence mais c'est pas connu, c'est de l'impression à demande. Donc c'est par exemple, tu as un t-shirt, une housse d'oreiller, une couette et cetera. Tu veux mettre un design dessus et une fois que, en fait tu vas vendre, ton fournisseur va tout simplement, l'imprimer et l'envoyer à ton client final. Donc c'est un peu du dropshipping pour moi largement amélioré puisque tu choisis ton design, tu choisis ton fournisseur et tu choisis surtout la qualité. Ça c'est la base et en fait comment je suis tombé dedans? Je faisais du e-commerce Shopify, dropshipping classique et un jour, je ne sais plus comment, je suis tombé sur un design de t-shirt que je trouvais génial et j'ai essayé de le reproduire, en le copiant-collant, ce qu'il ne faut pas faire. C'est n'importe quoi, mais j'étais jeune. J'ai copié-collé et ce que j'ai fait en fait, c'est que, j'ai cherché en fait comment on peut faire et je suis tombé sur le print on demand. Et à l'époque, j'avais un magasin, enfin un shop Mhm. sur, la chasse et le camping. Et en fait, je suis allé voir, donc c'était en 2017, je C'est suis ça que allé j'allais te demander. ouais, Ouais. c'était en 2017. Je Ok. suis allé voir, donc tous les influenceurs sur la chasse et cetera et j'en ai trouvé un qui avait 2 millions d'abonnés et en fait, je pouvais payer 50 $ pour un post de 2 heures. Donc pas une story, hein, ça n'existait pas encore à l'époque les Ouais. stories, c'était vraiment un post, et après 2 heures, bah, il le supprimait. Et donc en fait, il faisait c'était la pub et Une avec le lien dans la bio, promotion, enfin ouais, classique. classique, ouais, à Et l'ancienne. c'est exactement ça. Et en fait, je dépense 50 $ et là, j'en fais 650 avec ce design que j'avais copié-collé. Donc ne faites pas ça, c'est important. Et je me dis: «Il y a quelque chose à faire» et donc du coup, j'ai continué plein de fois avec d'autres influenceurs sur ce même design Mhm. et je me suis dit: «OK, là, je tiens quelque chose, le print on demand, en fait, ça peut être un vrai business» et donc j'ai commencé à me former, à comprendre, à tester plein de trucs Mhm. et en fait, au final, j'ai regardé plein de vidéos mais j'ai pas vraiment, ça existait pas trop les formations, même aux États-Unis sur le print on demand, c'est pas très connu Mhm. et donc j'ai commencé à développer là-dessus. Je me suis dit: «Mais en fait, le print on demand, OK, je peux mettre mon design, mais je peux aussi créer une marque avec» et c'est là, en fait, où je me suis dit: «Mais en fait, c'est ultra puissant» parce que, je vais pas te l'apprendre à toi, mais aujourd'hui, créer une marque, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus puissant en termes de marge, en termes de résultats, et surtout en termes d'impact, que tu peux avoir sur ta clientèle et donc du coup, je me suis dit: «Bah, c'est génial, je vais commencer à creuser là-dedans» et donc j'ai commencé donc à faire ça, avec mon e-commerce Ouais. et 2, 3, 4 mois après, j'ai commencé à me lancer sur YouTube et ma vision de base, c'était: «Je vais faire du business en ligne». Après, j'ai vu que mes vidéos de business en ligne marchaient pas très bien. J'ai parlé d'e-commerce parce que c'était la grande tendance en 2017, Ouais. dropshipping et cetera, Oui, après. voilà et donc je me dis: «Bon, bah, je vais reparler plus de ça parce que, c'est ce qui marche en ce moment et c'est ce que les gens veulent» et c'est comme ça que j'ai commencé à décoller et comme, bah, je faisais du print on demand, j'ai parlé un peu de print on demand et c'est ces vidéos-là qui ont mieux marché. Mhm. Je me suis dit: «Je pense qu'il y a un truc à faire, je maîtrise le sujet, même si c'est pas très connu, les gens veulent apprendre et veulent savoir» et donc du coup, c'est comme ça que je me suis lancé parce que je voyais qu'il y avait de la demande et donc justement, j'ai créé des vidéos, et des formations derrière, qu'est-ce que le print on demand? Comment on peut en faire? Comment améliorer ses marges? Mhm. Parce que le gros problème du print on demand, c'est notamment les coûts unitaires qui sont, bah, évidemment Exactement. beaucoup plus hauts que du stock. Ouais. Donc comment tu peux faire et cetera et cetera Ouais. et donc en fait, j'ai commencé à développer ça et j'ai lancé mon premier programme qui a été la Print on demand Academy, comme ça que je l'ai appelé, super original
Et donc en fait, c'est comme ça, petit à petit que les gens ont commencé à me reconnaître comme l'expert du print on demand, en France, parce qu'au Mhm. final, il y a pas grand monde, donc c'est Non, facile. ouais, moi, tu vois, j'ai vraiment découvert ça aussi récemment. Et c'est vrai que tu ressors beaucoup au niveau du print on demand. Tu as fait énormément de contenu là-dessus et je pense que tu partages beaucoup ton expérience. Complètement, ouais. Là où je te rejoins beaucoup, c'est l'avantage du print on demand sur la gestion du stock. Mais la problématique, effectivement, c'est tout ce qui est marge, en fait. Bien sûr. Et en fait, ça, c'est vraiment une question et tu vois, on va faire, la passerelle de moi à toi, tu vois? Mais oui, pour revenir sur YouTube, je crois que j'ai fait 75 vidéos sur le print on demand. Ouais. Heu, Comme j'aime bien dire, j'ai éclaté la niche. Mais je voulais vraiment en fait, pour moi, le business model est tellement génial. Alors il est pas parfait, il y a des défauts comme partout, mais il est tellement génial que je me dis: «Mais il faut que les gens le connaissent» et là, pour moi, on est à 2-3 ans que ça soit au même niveau que les États-Unis actuellement, où là, les États-Unis, bah, comme d'habitude, hein, c'est toujours en avance et ça Oui, brasse énormément. toujours. Et pour revenir à toi, oui, évidemment, les coûts unitaires, bah, par exemple, un t-shirt, on va être dans les 14 €. C'est Mhm. super cher, on est d'accord? Parce que quand tu peux faire du stock, ça peut descendre à 1-2 € le t-shirt. Ouais. Donc forcément, c'est pas la même marge. Pour moi, je vois pas le print on demand et beaucoup pensent ça malheureusement, comme une fin en soi. Pour moi, le print on demand, c'est le meilleur moyen pour faire un test A et B, voir ce qui marche, qu'est-ce qui plaît à ton audience, qu'est-ce que tu peux mettre en place. Évidemment, si tu peux gagner de l'argent avec, c'est le maximum et moi justement, j'explique comment faire ça. Mais à la base, c'est pas là où tu vas maximiser tes marges. Le print on demand, pour moi, c'est là où tu vas minimiser tes risques. Et après, évidemment, bah, moi, je conseille mais 1000 fois d'aller sur un vrai fournisseur qui va te faire du stock et qui va l'envoyer pour toi si tu veux pas gérer la logistique. Parce que faire du print on demand, tu peux le pousser. Enfin, moi, tu vois, par exemple, je fais du 5 000 € net par mois avec le print on demand, mais j'y passe 2 heures par semaine. Tu vois, j'adore ça, mais je passe beaucoup plus de temps sur bah, mes formations, mes autres business, mon agence Mhm. marketing et tout. Donc, c'est intéressant, j'adore, c'est ma passion, mais je pousse pas le truc à fond. Si je poussais le truc à fond, je mettrais plus de budget plus, je prendrais de vrais fournisseurs pour augmenter mes marges, et cetera, et cetera. Donc pour moi, c'est vraiment le point d'entrée pour créer sa marque. Et ça permet de limiter tes risques, mais évidemment, en termes de marge, on est d'accord qu'il y a beaucoup plus intéressant Mhm. comme faire du stock. Mais Mhm. faire du stock dit mettre de Plus de l'argent budget. exactement. Et les gens qui débutent, bah, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Donc pour moi, c'est vraiment le point d'entrée, comme peut l'être le dropshipping. Dropshipping, certaines personnes font des 1, 2, 3 millions. Pour moi, si elles font 1, 2, 3 millions et qu'elles restent en format dropshipping, Oui, c'est qu'il y a quelque chose c'est qui… ridicule. Oui, oui, il y C'est a quelque autant chose qui prendre du fonctionne stock, pas. tu vas diminuer tes coûts et faire beaucoup plus de marge. Parce que ça, c'est aussi un point noir du e-commerce, c'est qu'on a souvent tendance à confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice, ce qui Ouais. n'a rien à voir. Ce qui a absolument rien à voir, Je oui. connais, enfin moi ça me fait marrer quand je vois sur Facebook, tu dois aller voir aussi les dashboards Shopify. Ok, mais moi je connais C'est des pas gens. le chiffre le plus important, enfin, c'est ce qui reste à la fin dans ta poche. Exactement. Moi, je connais des gens, ils font 1 million de chiffre d'affaires, bravo, ils font 1 million de dépenses. Donc, ils perdent de l'argent au final. Donc, encore une fois, voilà, c'est pour ça que c'est drôle de savoir l'envers du décor. Et oui, évidemment, et ça c'est important, le print on demand en termes de marge, c'est pas le plus avantageux du tout. Par contre, ça te permet de limiter tes risques parce que bah, forcément, si tu vas avoir des coûts intéressants, tu vas vite devoir dépenser 1 000, 2 000 € pour avoir du stock. Et bah, si tu les perds, tu les perds. Ça permet de te tester une idée. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Alors moi, du coup, juste pour présenter mon parcours, pour ceux aussi qui ne me connaissent pas, moi, j'ai créé une marque de sacs en 2013, tu vois. Donc, je ne suis pas dans le modèle dropshipping, je ne suis pas dans le modèle print on demand. Je fais les designs à Paris et je fais fabriquer en Éthiopie. Donc, j'ai des ateliers là-bas. Les bijoux, je les fais faire au Niger. Enfin, du coup, je suis vraiment dans un modèle, je dirais, un peu ancienne école de création d'une marque. Donc la problématique de stock, elle est là, la problématique de logistique, elle est là. Donc je pense que j'ai pas choisi la voie la plus facile. En plus, moi, je travaille avec du B2B, donc j'ai des boutiques qui revendent mes collections. Donc c'est vraiment une voie différente que j'ai choisie en 2013. Et c'est vrai que, tu vois, depuis 7 ans, on me pose souvent des questions, on me dit mais Nati, comment t'as fait pour créer ta marque, comment t'as fait pour être vendue dans les boutiques de Paris jusqu'au musée du Quai Branly, etc. Et finalement, en fait, il y a la réponse que j'aurais pu donner il y a 7 ans n'est pas la même que celle que je peux donner aujourd'hui parce que, pour les raisons que tu dis, c'est qu'il y a 7 ans, il y a plein de choses qui n'existaient pas. Instagram, c'était pas la même puissance qu'aujourd'hui. Facebook, c'était pareil. Shopify, alors moi, j'avais fait un vieux site. PrestaShop. Alors non, j'avais Ah. évité PrestaShop. J'étais sur OpenCart. C'est pas très connu en France. Oula, pas du tout. C'est plutôt les États-Unis. Mais alors PrestaShop, Magento, j'avais évité. Mais du coup, je passais par un développeur. Et du coup, c'était l'enfer. Fallait passer par un développeur. Fallait tester. Enfin, c'était très très compliqué. J'avais aucune maîtrise de mon business en ligne.
Alors moi, comme au début, si tu veux, mon business, il était vraiment centré sur le wholesale, donc le B2B. Si tu veux, j'ai un peu délaissé cette partie-là. Mais depuis 3 ans, j'ai compris en fait que vraiment le business en ligne, pour créer une marque en tout cas, c'est un levier en fait de développement qui est incroyable. Et il y a des moyens. Enfin, tu parlais de Shopify. Aujourd'hui, tu vois, avec 20 euros par mois, tu peux créer une boutique. Tu peux, avec les influenceurs, tu peux avoir des leviers de visibilité, de notoriété hyper rapides. Tu peux faire de la pub Facebook. Et c'est vrai que le print en demande, moi j'en parle dans mon livre, j'ai écrit un livre, toi tu fais des formations, moi j'ai écrit un livre justement récemment sur créer sa marque rentable en partant de zéro. Ouais, j'ai vu. Et dans ce bouquin, en fait, je parle de mon expérience, mais surtout j'explique comment je ferais aujourd'hui pour créer une marque. Alors pour le cas de la maroquinerie, c'est pas forcément applicable, tu vois, le print on Ouais, il demande. n'y a pas trop. Il y a sac de voyage, ils commencent à faire, tu sais, Ouais. je sais pas comment il s'appelle. Oui, les gros Mhm. les bowling, là, les sacs un peu Oui, bowling. exactement, c'est ceux-là. Voilà. Mais bon, enfin, c'est spécial. Voilà. Et puis, on est quand même, on est sur, je pense, des gammes textiles plutôt. Tu vas avoir un peu de chapeau, casquette et tout, mais ça reste en termes de catalogue produit. C'est sûr que si tu veux faire une marque qui est vraiment, comment dire, qui en termes de design se différencie énormément, tu vas être limité par le prix en demande. Bien sûr, tu peux Par pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Mais effectivement, moi, c'est ce que je recommande à des personnes qui n'ont pas beaucoup de budget, qui veulent tester un concept, qui veulent tester une niche, un peu comme ce que tu expliques, tu vois, Bien avec sûr. ta niche chasse et pêche, c'était ça. Ouais, c'est Tu l'exemple te que je dis, prends souvent. ouais, mais tu vois, tu te dis, ouais, tu as un produit, tu as en tout cas un branding qui s'adresse à eux. Bah, pour le tester, effectivement, le meilleur moyen, c'est de passer par du print on demand parce que très rapidement, tu peux voir si ta niche, elle est réactive, si c'est un produit qui peut lui plaire et en fait, tu prends aucun risque. Bah, c'est exactement ça. Tu vois, pour l'exemple là, du truc sur la chasse, en fait, c'était un t-shirt, je pense que vous l'avez tous déjà vu, c'était Bear. Et en fait, c'était un ours, donc bear en anglais, et avec des bois de cerf. Et cerf, c'est deer. Et en fait, beer, bah, ça fait la bière aussi. Et donc, bah, c'était la cible parfaite. Et en fait, je l'ai recopié. Mais en soi, si on est designer, un design, ça se fait quoi? En 5 minutes, 10 minutes? Exactement. C'est en ligne, le Ouais. soir, je vais voir les influenceurs, boum, c'est fait, c'est envoyé, et puis j'ai déjà ma réponse de savoir si mon design plaît ou pas. Donc là, l'exemple, encore une fois, à ne pas refaire, mais en soi, maintenant, quand je lance des designs, bah, je fais ça. Je vais voir des influenceurs, ils m'envoient un max de trafic, je sais si ça marche pas. Parfois, c'est peut-être l'influenceur qui est pas bon par rapport à cette cible, parfois, c'est peut-être le produit aussi qui ne l'est pas. Et donc, du coup, ça me permet de moduler, de voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et c'est ce qu'on disait, c'est ultra modulable pour voir en fait, ok, ça marche, je peux foncer là-dessus, ou alors ça marche pas. Et, c'est intéressant. Et pareil, moi j'ai aussi ce débat qui est, mais à partir de quand il faut déposer mes designs à l'INPI, etc. Moi je le fais jamais. Parce qu'en fait, je me dis, personne va copier un design qui ne gagne pas d'argent. On est d'accord. Ça me paraît logique. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je me dis, ok, moi quand un design me fera plus de, je crois que je m'étais mis une limite de 20 000 euros, là, je commencerai à déposer. Sauf qu'en fait, à chaque fois, mes designs, ça fait une grande montée et vers 10-15 000, ça commence à descendre. Et après, j'y arrive à 22 000, mais je fais une vente tous les 2-3 jours et de moins en moins. Donc là, je sais qu'en fait, la courbe en fait, de vente, elle est finie. Oui, le Donc j'en cycle de relance un vie autre. est fait. Exactement. Donc en fait, j'ai pas besoin de perdre du temps à déposer à l'INPI parce que bah, si quelqu'un veut me le voler, il me le vole. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, si quelqu'un Bien sûr. va te le voler, parce que tu vois, en fait, les créateurs, moi j'ai constaté ça en discutant avec plein de personnes qui veulent se lancer, il y a toujours cette peur de on va me piquer mon idée. Et donc, tu as des personnes qui n'ont même pas encore testé leur concept et qui sont déjà en train de se dire il faut que je le dépose, il faut que je pose, enfin, qui sont dans l'inquiétude. Et en fait, c'est hyper, enfin, ça freine beaucoup Complètement, ouais. les initiatives parce qu'ils ont l'impression que, ils peuvent en parler à personne, qu'ils peuvent pas commencer à présenter un produit si c'est pas déposé. Et en fait, la réalité, enfin, elle est complètement différente. Aujourd'hui, enfin, en termes d'offres, il y a des produits partout, dans tous les sens. Donc, avant qu'on vienne te pomper ton produit, ton logo, exactement, tu Non, peux mais y aller, quoi. Tu peux y c'est aller. exactement ça. C'est bien que tu mettes en lumière ça parce que moi, j'ai aussi cette question tous les jours, mais il faut que je dépose. Dépose pas. Enfin, personne va te le copier si déjà il fait pas d'argent. Et puis surtout, en plus, on a un truc en France C'est vrai. que j'ai appris récemment d'ailleurs, parce que moi, je suis pas du tout avocat ou juriste, j'y connais rien en loi, hein. Moi, je suis avant tout un e-commerçant et un marketeur. Alors, tout ce qui est loi, administration et tout, j'y connais rien. Je me suis renseigné à droite à gauche et on a un truc en France apparemment qui est que moi, je fais un design.
toi derrière, tu vas me le copier. J'ai le droit de t'attaquer même si je ne l'ai pas déposé à l'INPI parce Oui, que j'ai un… l'antériorité. En Exactement, fait, il y a le principe de l'antériorité. exactement. Si tu arrives à prouver que ton site internet, par exemple, si tu n'as pas déposé le nom de ta marque, mais que tu as un site internet ou un compte Instagram, un compte Facebook, et que tu arrives à démontrer qu'il était actif avant la personne qui te l'a piqué, tu peux lancer. Mais tu vois, c'est pareil. En fait, aujourd'hui, moi, aujourd'hui, avec mes collections, je sais pas, je dois avoir une quarantaine de références. Je n'ai pas déposé mes 40 modèles. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, un sac, ça reste un sac, et que finalement, même si demain tu veux lancer une procédure, 1, c'est très long, 2, c'est coûteux, et 3, tu n'es même pas sûr qu'à la fin tu auras gain de cause parce que les conditions pour tout ce qui est recopie de modèles sont hyper strictes. C'est pour ça que souvent les grosses enseignes, genre Zara, H&M et tout, quand ils pompent des petits créateurs, les 3 quarts du temps, ils s'en sortent bien parce qu'ils ont changé 3 boutons et une couleur et que finalement, ils s'en sortent. Et j'aimerais rajouter 4 aussi, tu perds ton focus. Oui, Moi, je préfère passer mon temps à exactement. développer mon business qu'à essayer de chercher, ah oui, mais lui m'a copié parce que machin. En gros, mais ça, c'est un truc, c'est quand on commence, en fait, on est amoureux de nos produits. Il faut pas être amoureux de ses produits. Il faut juste se dire, c'est des produits, ça va se vendre, j'espère, tant mieux. Ça se vend pas, ça se vend pas. Mais il faut pas être amoureux. Faut tester plein de trucs et voir. Et c'est pour ça, moi, je te dis. Donc, en plus, comme je te disais, par rapport à l'antériorité, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais zéro raison valable de déposer à l'INPI et de dépenser de l'argent parce que ça C'est coûte un de l'argent. budget, ouais. C'est ça. C'est un Je préfère le budget. mettre dans de la pub ou dans des influenceurs pour grossir et voilà. Et puis, de toute façon. Même si tu te fais pas copier, tu peux te faire fortement inspirer. Enfin, quelqu'un peut s'inspirer Oui, fortement de toi. complètement. Voilà, Aujourd'hui, c'est le jeu, quoi. clairement, tout le monde s'inspire de tout le monde. C'est hyper difficile de dire j'ai inventé un truc. Tu as de temps en temps comme ça un produit concept qui va vraiment sortir et qui va vraiment faire la différence. Mais souvent, tu restes quand même dans des inspirations, enfin des produits qui sont relativement similaires. Par contre, un truc qui est intéressant, là, tu viens de dire on est amoureux de ces produits. Et ben moi, en fait, je le constate tous les jours. J'ai des personnes qui me contactent, qui me disent oui, j'ai un super produit, ma marque. Alors, qui voient leur marque en grand, tu vois, leurs produits qui ont même pas forcément de prototype, mais qui ont une vision hyper importante. Et tu vois, quand je leur dis, mais ok, c'est qui ta cible? À qui tu le vends en fait? Et ben, tu te rends compte que les personnes, elles ont pas été jusque-là en fait. Et elles produisent un produit pour elles font une marque pour elles. Exactement. Et elles oublient, enfin, comme tu parles de business, mais on est en logique business et à un moment donné, si tu n'arrives pas à savoir qui est ta cible, comment lui parler, du coup, tu peux pas trouver des influenceurs, tu peux pas faire des pubs qui vont les attirer, tu vas rien faire. Mais c'est drôle ce que tu dis parce que moi, à chaque fois qu'on me dit j'ai un site trop bien, il est vraiment bien, mais je comprends pas, ça vend pas. Ma seule question que je pose, pas montre-moi ton site direct. Non, c'est quel est ton avatar client? Exactement. Je pose juste ça. Et en général, c'est la réponse ah, c'est les hommes ou les femmes de 18 à 55 ans. Je fais, mais ça, c'est pas un avatar, hein. Ça, t'as pris toute la population, tu vois. Donc, moi, le principal problème, et c'est bien que tu le mettes en lumière, c'est ça. C'est que les gens ne ciblent pas de personnes, en fait. Cibler des femmes de 18 à 55 ans, c'est pas une cible, hein. Tu peux pas parler de la même façon à une jeune fille de 18 ans qu'à une personne de 55 ans. C'est pas possible. Tu peux avoir des collections pour t'adresser à différentes typologies, il n'y a aucun souci. Mais tu peux pas dire, bah voilà, moi je cible tout ça. C'est pour le début, commence petit et développe-toi après. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis, c'est que la plupart des personnes, ils font des trucs pour eux-mêmes, sans sonder le marché, etc., etc. Et pareil, moi quand on vient me voir, quand on me dit je vends pas, enfin mon site est magnifique, mes designs sont magnifiques, mais je vends pas. Ouais. Non, Oui, c'est qu'il y a un pas problème. possible. Voilà, tu t'adresses pas aux bonnes personnes. Oui. T'as pas trouvé le levier pour les atteindre. Et qui leur plaît, c'est ça. Hein. Et aussi, bon après, voilà, le design peut ne pas plaire complètement. Et c'est vrai qu'on a souvent ce truc, et moi le premier, mais que ce soit dans des vidéos YouTube ou dans des designs, où je fais des trucs magnifiques. Je me dis, ça va c'est de la vendre. bombe. Ça fait rien du tout, ça vend pas. Et des trucs immondes mais dégueulasses, ça fait un carton. C'est la vie. Il y a des trucs, en fait, notre perception, c'est pas la perception de notre audience. Et c'est pour ça. Et beaucoup de personnes ont du mal à comprendre que nos goûts à nous, c'est pas les goûts du marché. Et vice-versa. Hein. Et donc, c'est pour ça que moi, je me suis direct dit, je ne dois pas être amoureux de mes produits. Mes produits doivent répondre à un besoin, mais il faut que je m'en détache le plus possible. Même si je sais que c'est difficile quand c'est nos produits, on a passé du temps, on a passé de l'énergie. On va être fier de ces produits. Exactement. Enfin, c'est vrai que quand tu crées une marque, c'est un peu ton bébé, tu vois. Bah, alors, quand tu es en logique, peut-être quand tu multiplies, je dirais, les business print on demand, où tu es dans une logique où tu cherches une niche. Donc, parce qu'il y a 2 types d'approches. À mon avis, tu as l'approche vraiment purement business, un peu celle que tu as eue où tu t'es pas réveillé un matin en disant je vais créer une marque. Non, tu as cherché finalement l'opportunité business et tu as constaté que le print on demand c'était un super levier et qu'en plus ça te plaisait, Carrément. donc tu as développé. Du coup, tu as même démultiplié les business. En fait, ouais. Alors,
je suis un peu cachotier, j'ai pas tout dit. Mais en fait, donc ça, c'était sur, le camping. Je l'ai plus depuis, hein, parce que je l'ai fermé, parce qu'au final, je suis pas fan du tout de camping et moi, je peux pas bosser sur des trucs où je suis pas passionné. C'est pas possible. Mais j'avais fait aussi un autre site que là aussi j'ai fermé pour le coup, par faute de temps, donc j'en ai rouvert 2 depuis. Mais c'était un site en print on demande, de basket en fait et OK. donc là je suis super fan de basket donc ça fitait bien et là justement, je suis parti dans une optique de niche, mais j'ai créé une marque. En fait, je me suis associé à des designers dans D'accord. la thématique qui ont fait des collections et donc on avait vraiment une vraie marque, un vrai concept et cetera et je l'ai lancé avec le print on demande aussi. Au fur et à mesure, ça se passait très, très bien, mais malheureusement, je peux pas être partout, j'ai dû faire des choix, donc je me suis dit: «Bah, je vais la fermer». Je voulais pas le revendre parce que, je pourrais, hein, j'aurais pu, Mmh. mais c'était mon bébé, j'avais pas envie que quelqu'un d'autre l'ait dans Mmh. les mains, hein. Alors, je sais que certaines personnes m'ont dit que j'étais con parce que j'aurais pu retirer l'argent, mais, j'ai passé l'énergie, le basket, c'est quand même une grosse passion pour moi et je voulais pas que quelqu'un d'autre le chope. Donc j'avais créé une marque là-dessus, mais c'est vrai que c'est ce que tu dis, il y a plusieurs façons de faire et tu vois, ce que j'ai fait avec le camping, ça n'a Oui, rien à voir avec ce que j'ai fait avec oui, le c'est basket ça. en termes d'approche Ouais, et en termes d'affect. d'affect déjà et en termes de produits. Mmh. Mon produit, sur le basket est beaucoup plus quali que ce que je faisais sur le camping. Ouais. Le camping, c'était mignon, quoi. Oui, 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 non, mais en fait, c'est important de faire cette distinction. Et tu vois, par exemple, moi, je discute avec des personnes qui veulent se lancer dans le textile. Et par exemple, un créateur, là, il voulait faire des polos. Mais tu vois, il était déjà en train de réfléchir, mon polo, je vais aller chercher du tissu à droite, je vais aller trouver un atelier pour faire une coupe spéciale, etc. Et au final, il se complique la vie alors qu'il n'a même pas encore testé son concept. Parce qu'en fait, sur son polo, il y a un graphisme, tu vois. Et du coup, moi, je lui dis, mais pourquoi en fait tu le fais pas en print on demande déjà pour le tester? Ok, les polos, ils sont classiques. Ok, tu vas pas avoir de fantaisie, mais déjà pour tester ta niche, tester donc du coup ton avatar client et puis aussi tes graphismes, c'est quand même la meilleure option. Enfin, en tout cas pour démarrer avec un budget réduit. Mais tu vois, au-delà du graphisme, parce qu'on parle beaucoup du graphisme et du choix du produit, alors le catalogue il est un peu restreint en print on demande, même si ça commence, je pense qu'il y a, j'ai vu d'autres choses, Ouais, mais mais après, tu sais, c'est comme tout. Moi, je préfère un catalogue restreint, mais je sais que ça vend plutôt que. Enfin, tu sais, en ce moment, je pense que tu dois le voir partout, la ouais, mode c'est un du all peu. over print. Ouais. C'est ultra pas rentable déjà, et puis c'est pas intéressant parce que tu augmentes tes délais de production, parce qu'il faut imprimer devant, derrière, Ouais. ça sèche entre les deux, donc enfin, tu vois, Techniquement, ouais, moi tu ce que j'aime rajoutes bien une dire quand je couche. présente le all over print, c'est la fille sexy au bar, tu sais. Tu vois, elle est sexy, c'est bien et tout, mais en fait non, c'est pas celle que tu veux, tu vois? J'aime bien présenter comme ça parce que c'est plutôt imagé, mais c'est ça et c'est vraiment la mode en ce moment, mais il faut pas faire ça. Tu vois, c'est une erreur et donc oui, le catalogue se développe, mais moi ça me plaît dans certains aspects, Ouais. mais le fait qu'il y ait trop de trucs, je me dis: «Mais OK, ils veulent tout vendre, mais est-ce que ça vend vraiment?» C'est-à-dire, est-ce que mon Ouais. client final va le vouloir? Mhm. Et tu vois, moi, par exemple, je bosse beaucoup avec une entreprise de print on demand en France qui s'appelle T-Pop Ouais. et j'ai beaucoup ce retour, c'est une petite entreprise artisanale et tout et ils me disent toujours, «Ouais, mais ils ont pas assez de modèles, de variantes et cetera». Je fais: «Mais c'est un méga exemple parce Mhm. qu'ils mettent que ce qu'ils vendent». Ouais. Donc ça te dit ce qu'ils vendent, tu Oui, vois? c'est ça. Ils vont pas s'inventer, des trucs à mettre, tu vois, par exemple, certains vendent des polos, mais les polos en print on demand, ça se vend pas très, très bien. Mhm. Sauf si tu as un truc exprès juste pour ça et cetera. Là, tu peux Mhm. faire un branding dessus, oui, mais en général, tu vois, tu peux pas avoir une référence comme Printful, Printify que tu dois connaître de nom. Ouais. Tu vois, ils ont 100-150 produits, bah, ils vendent pas les 100-150 produits, tu Non, vois? bah, c'est comme souvent beaucoup, tu vends 20% de ton catalogue, c'est Exactement, 20%, c'est les exactement, best-sellers, c'est la règle des carrément. 80-20. Mais tu vois, au-delà, en fait, moi, ce qui m'intéresse là, par rapport à ce que tu expliques, c'est tu parles du graphisme, tu parles de l'univers, de Ouais. l'avatar client, mais finalement, ton branding, tu le construis comment quand tu fais du print on demand? Le branding, pour toi, c'est quoi en fait? Pour moi, le branding, ça va s'atteler sur, principalement l'expérience utilisateur, enfin, l'expérience que ton utilisateur/acheteur va avoir. C'est-à-dire qu'il y ait une charte graphique qui est concordante déjà sur ton site et sur ton compte Instagram. Si tu fais du Instagram évidemment, si tu fais autre chose, tu as compris, mais que tu aies une charte graphique qui soit pareille, que tu aies une expérience. Tu vois, moi, par exemple, mes clients quand ils achètent chez moi, à J+7, de l'achat, je leur envoie un message pour dire, «Normalement, vous avez reçu votre produit. Si c'est pas le cas, vous en faites pas, il est bien envoyé, il arrive». Mhm. À J+15, je leur demande comment ils ont trouvé. Enfin bref, tu vois, un service client qui les accompagne, Mhm. avec un service client aussi disponible. Mhm. Si jamais ils ont besoin d'un échange ou quoi que ce soit, ils nous envoient un message et on gère tout. Il y a pas de D'accord. problème. En gros, moi, je fais vraiment une expérience globale et après, ça, c'est la base, on va dire. Après, pour moi, le fait d'avoir un branding, c'est
qu'est-ce qui te différencie? Tu vois, c'est ça pour moi. C'est, par exemple, on fait un t-shirt sur un chat, toi et moi, qu'est-ce qui nous différencie l'un de l'autre? Bah, par exemple, peut-être que, toi, tu vas faire, un t-shirt acheté, un t-shirt offert. Moi, peut-être que je vais faire, mon branding, ça va être, bah, tout ce que je gagne, je vais renverser 2, 3, 5 à une association, genre la SPA, tu vois? Et tu vois, ça va être des trucs comme ça. Et après, c'est le branding, ça peut être tellement plein de petites touches, mais pour moi, déjà, la base, c'est une charte graphique. Bon, ça, je l'apprends à personne, hein. C'est la base de la base et après, c'est quel est, en fait, ton élément différenciant? Qu'est-ce qui va faire que tu sors du lot? Par exemple, pour les smartphones, il y en a des millions de marques. Pourquoi Apple sort du lot? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Expérience utilisateur, ils ont leur propre OS, ils ont leur propre, gamme à eux, et cetera, et cetera. Donc voilà. Mais tu vois, du coup, finalement, quand tu crées une marque, même si tu crées une marque en print on demand, et c'est un bon accélérateur, le gros de ta réflexion quand tu veux lancer une marque, elle reste quand même sur cette question du branding. Parce que sans ton branding, même si ton graphisme, et c'est ce que moi j'essaye d'expliquer dans mon bouquin, enfin j'en parle, tu parles donc de l'expérience client sur ton site internet, mais effectivement son premier contact avec toi sur les réseaux sociaux, par exemple sur Oui, ou Instagram, YouTube, sur tu ton vois? blog, si tu as un Ouais, blog, si tu carrément. écris, etc. Ça passe aussi par ton packaging, avec un packaging de qualité, des cartes, C'est tout ce ça. qui va. Enfin, effectivement, c'est ta relation avec le client. Mais ça, je trouve que c'est trop souvent délaissé par les personnes. Ils ne se rendent pas compte à quel point le branding, il est fort. Tu vois, moi, j'ai des clientes qui m'achètent des sacs depuis 7 ans. Enfin, ils m'achètent 3, 4, 5 par an. Qui sont fans dès qu'il y a une collection. Et tu vois, quand j'ai lancé un nouveau produit, par exemple, les broches, c'était pas un produit que j'avais de manière immédiate. Donc, c'était sur de la précommande, etc. En fait, elle me faisait confiance, tu vois. Elle faisait confiance à ma marque. Elle faisait confiance à Inalen. Elles se sont dit, bah ok, moi j'achète mes sacs, je suis contente de la qualité, le service client il est top, etc. Elle lance un nouveau produit. Et ben en fait, elles ont toutes joué le jeu et elles ont toutes passé une précommande pour soutenir une production, pour financer. Elles ont accepté d'attendre aussi parce que, comme tu dis, la communication était là, la confiance était là. Et je pense que cette relation-là, tu ne l'as construite qu'à travers un branding finalement qui est affirmé, quoi. Complètement et aussi pour rebondir sur, comment, développer son branding, il y a aussi un truc qui est totalement utilisé, c'est de faire du contenu. Parce que quand tu fais du contenu, tu vas pouvoir montrer en fait la personnalité soit de toi ou soit de ton équipe et en fait les gens vont plus s'attacher forcément à une marque qui est une marque, mais à des personnes avec de l'authenticité et cetera et donc là, c'est ultra puissant et moi du coup, enfin c'est ce que tu es en train de développer avec ta chaîne YouTube, mine de rien. Moi, c'est ce que j'ai développé avec ma chaîne YouTube. Heu, Pareil, ce que tu disais avec le tu peux vendre des trucs en précommande, moi c'est le cas aujourd'hui. Je peux Ouais. vendre des programmes en précommande, les gens me font confiance, ils iront Ouais. parce qu'ils savent qu'ils ont de la qualité et cetera et ça, je l'ai développé au fur et à mesure de faire du contenu et tout ce dont on a parlé. Donc c'est super important ce que tu dis et c'est vrai que quand tu crées en fait un lien avec enfin que tu crées une relation pardon avec ton audience, c'est ultra puissant parce que derrière, bah, comme tu dis, les gens ils te font confiance et c'est limite beaucoup Et plus aujourd'hui, facile, on hein. a les moyens pour le faire. C'est-à-dire que, tu vois, avant, il n'y avait pas Instagram. Enfin, aujourd'hui, on est tellement connectés. Les gens, ils sont tellement connectés qu'ils sont habitués finalement à voir et ils attendent. Ils en veulent. Tu vois, moi, au début, on me voyait pas trop. Je montrais pas trop. Et puis, tu vois, même si maintenant je suis sur YouTube et que je fais des vidéos et tout, c'est pas mon truc. Tu vois, à la base, je suis pas trop On genre. s'y fait vite. Voilà, on s'habitue et tout. Mais tu vois, par exemple, pour ma marque, tu me vois très rarement. On me voit très rarement. Et par exemple, l'année dernière, quand je suis partie en Éthiopie, moi, je vais souvent en Éthiopie dans les ateliers, visiter les ateliers, etc. En fait, j'ai fait vachement de stories où je montrais les ateliers, je montrais les personnes qui travaillaient, je montrais aussi à quoi ressemblait l'Éthiopie, tu vois. Et en fait, c'était incroyable l'engagement, les questions, et les gens ont adoré ça. Et c'est vrai, tu vois, il y a 7 ans, il n'y avait pas ce réflexe-là. Non, et c'est vrai que ça a vraiment évolué le e-commerce enfin le commerce en général. Mais moi, pour moi, toute personne qui se lance aujourd'hui à créer une marque, on a des outils extraordinaires pour montrer les backstage d'un business. Et pour créer justement une relation énorme, bah, comme tu as fait, hein, il n'y a rien de mieux. Tu montres les backstage de ta marque, comment ils travaillent, comment ils font, c'est en Éthiopie, etc. C'est génial. Parce que tu montres vraiment que ce que tu dis, bah, c'est pas du bullshit, c'est vrai. Et tu montres comment c'est fait, tu vois que tu fais attention aux moindres détails, etc. Et c'est la meilleure des publicités pour moi. Et pour moi aujourd'hui, avoir une marque, tout le monde devrait faire des lives pour présenter les nouveaux produits, faire des vidéos sur YouTube pour présenter, comment on réfléchit un nouveau design, comment on réfléchit un nouveau produit, une collection et cetera. Un peu les making of en fait de notre entreprise et Exactement. c'est ultra puissant et malheureusement, même aux États-Unis, hein, presque personne ne le fait et c'est tellement dommage. Là, j'en ai vu pendant le confinement, j'étais en train de prospecter un peu sur TikTok
et j'ai vu pas mal de personnes qui montraient justement comment ils ont développé leur activité. Mmh. Alors il y en avait, c'était du print on demand, d'autres en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient, bah, justement des t-shirts et ils les imprimaient, eux-mêmes. Eux-mêmes, ouais, ils faisaient leur propre Hem, sérigraphie. exactement, Ouais, et je trouve ça trop intéressant. Enfin, ouais. moi qui adore justement tout cet Mmh. univers, bah, je crois que j'ai bouffé au moins, 100 ou 200 TikTok, où je regardais, je faisais: «Putain, mais c'est tellement passionnant», Ouais. et bon, c'est des trucs qui me touchaient pas la plupart du temps, mais ça me donnait limite envie d'acheter pour un cadeau ou autre parce que Mmh. j'ai vu comment ils ont fait, et c'est tout bête, ça demande pas plus d'efforts parce qu'en soi, hem, on fait déjà l'action, et moi j'aime bien une phrase qu'un des entrepreneurs américains, je sais pas si tu connais, c'est Gary Vaynerchuk, Oui. que j'adore. Il dit tout le temps: «Document, don't create». Donc documentez ce que vous faites, mais ne créez pas. Pas besoin de se faire: «Bon, je vais paraître quoi aujourd'hui?» Juste montre ce que tu fais et Mmh. ça suffit. Puisque si tu fais les choses bien, les gens vont adorer, Puis les gens, ils sont fans de ça, en fait. et c'est ça. Les gens, ils ont pris cette habitude, et tu vois, on parlait du marketing d'influence tout à l'heure, ils ont pris l'habitude de regarder ce qui se passe dans la vie des gens, comment les gens font les choses, comment les gens vivent, et il y a un phénomène d'identification. Et, Complètement. et ça permet de nouer cette relation. Et vraiment, pour le branding, tu vois, tu parlais du graphisme, tu parlais de ta passion pour le basket. Mmh. Quand tu présentes un t-shirt où tu as un graphisme qui est lié au basket et que tu expliques que tu es passionné de basket et que tu expliques pourquoi tu l'as fait et comment, bah forcément que tu touches plus de personnes que si tu as juste ton t-shirt posé là comme Bah, ça quelque complètement, part, tu vois. complètement, on est Mm. totalement d'accord. Le truc par rapport au print on demand, parce que ça aussi, j'en parle beaucoup dans ma vidéo, enfin dans ma vidéo, dans mon livre, ouais, dans mon livre. J'en avais parlé un peu dans la précédente vidéo, mais euh, le truc quand même, c'est que pour pouvoir réussir à faire décoller ta marque, de toute façon, que ce soit en print on demand ou pas d'ailleurs, euh, on parle beaucoup de marketing d'influence, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai levier en fait. Travailler avec Instagram, la publicité Facebook, c'est un budget. Je pense qu'on peut démarrer sans faire la publicité Facebook, Ça prend un mais peu plus de temps. ça prend plus de temps. Et tu vois, moi, je le constate aujourd'hui sur ma propre marque de sac, tu vois. Je fais de la pub Facebook, etc. Mais finalement, les leviers Instagram, en parlant avec des Instagrammeuses et en faisant des partenariats avec elles, tu as des résultats beaucoup plus importants, beaucoup plus Ouais, conséquents. parce que ils ont déjà fidélisé une audience. Tandis que la pub, en fait, on paye pour afficher notre produit Ouais, à quelqu'un qui a pas forcément envie de le voir. ouais. Tandis que, bah, justement les instagrammeuses, les influenceuses, elles ont déjà cette communauté, donc peu importe ce qu'elles disent, les gens vont nous suivre. Enfin, vont les Là, suivre du là coup. le plus dur, c'est de cibler, et c'est là où on revient à l'avatar Exactement, client, et c'est là où on exactement. revient finalement à la vision qu'on a de la marque et de sa niche. Mais c'est que finalement, le gros travail là, il est de trouver les bonnes personnes qui vont relayer le message. Parce que comme tu dis, du coup, on va avoir un trafic qui est qualifié sur son site, et donc on a plus de chances de convertir. Mais finalement, quand même, lancer une marque en print on demand, ça suppose quand même d'avoir des actions derrière. Il suffit Bien pas évidemment. juste. Ah Enfin, non, tu vois, c'est comme quand non, parce que faut c'est bosser, c'est important. clair, hein. Tu sais, c'est comme tu dis aux personnes, bah c'est cool, tu fais un graphisme, tu lances ta boutique, parce qu'aujourd'hui avec T-Pop, effectivement, en 2 minutes, je pense que tu peux créer Complètement. ta collection de t-shirts avec le graphisme. Mais c'est pas avec ça que tu vas faire décoller ta marque. Il y a quand même pas mal d'actions à Ah mettre bah, en place. évidemment, le produit, on va dire que c'est, tu beau avoir le meilleur produit du monde, si personne n'est au courant, tu vendras pas, hein. Donc le produit, évidemment, c'est important pour vendre, mais c'est pas le seul truc à faire. Il y a tellement, tellement de choses à faire sur justement créer une marque en général, mais ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Enfin, de toute façon, tu peux pas passer de zéro à avoir une marque ultra connue en 2 jours. Ça existe pas. Ah, ok, ça me fait plaisir que tu dis ça. Ça me fait penser à ta vidéo Bien que j'avais évidemment. commandée Non, un non, petit non, peu avant. mais Mais c'est justement important que non, mais pour tu ma le vidéo, dises. c'était super Mm. important. En fait, la vidéo, c'est créer une marque. Oui. La créer. Tu peux pas établir une marque, c'est différent. Mhm. Enfin, même n'importe quelle marque, ils ont pas mis un jour pour se créer, c'est pas, enfin, pour s'établir. Ouais. Créer, tu peux créer. Comme je disais, moi, en 2 jours, évidemment, il va falloir taffer, hein. Moi, j'ai eu des commentaires alors, sur cette vidéo récemment, ça m'a fait penser à toi. Ils disaient: «Ah, mais c'est beaucoup de travail». Je fais: «Bah ouais, Oui. oui, c'est du travail, mais si tu arrives en amont, et cetera, tu peux le faire. Après, évidemment, ça va prendre du temps pour qu'elle soit établie. Tu peux pas passer d'inconnu à très connu. Alors, il y a des cas exceptionnels où ça arrive, hein, mais on va pas se mentir, c'est très rare. Ouais. Mais voilà, donc la créer, aucun problème. Mhm. Par contre, après, il faut pas juste créer quelque chose et arrêter. Il faut Ouais. continuer à l'alimenter, la développer. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, avoir quand même un outil comme le print on demand qui te permet donc de mettre en ligne tes premiers produits à vendre en 5 minutes, comme on l'a Et avec dit, un budget et avec un budget zéro, parce que si tu ouais, ne vends pas, c'est tu ça. vends pas.
Donc Ouais, c'est génial, ouais. c'est quand même exceptionnel et donc du coup, ça te laisse beaucoup plus de temps pour choisir ton avatar client, choisir ta thématique, choisir, quel type de design tu veux mettre et cetera et cetera. Donc Donc c'est ça que tu vois. Tu vois vraiment le print on demand comme la possibilité de t'alléger de toute la partie finalement stock, logistique et budget. Et de ce temps-là, tu le consacres finalement à toute ta stratégie de marque en fait. exactement. Pour moi, c'est un peu du lean startup. Tu sais, si tu lances ton MVP, hein, ton minimum viable product, ça vend, tant mieux, ça vend pas, OK, qu'est-ce que je peux changer? Et derrière, encore une fois, dès que tu commences à faire bien, bien, bien du chiffre, tu dis: «OK, bon là, la marge, pas top, top. Maintenant, est-ce que c'est pas plus intéressant que j'aille prendre du stock parce que je sais que ce produit il plaît?» Et là, bah, là, Et là, tu rentres dans la cour des grands parce que là, du coup, tu exactement! commences à chercher tes ateliers, les fournisseurs, tu commences à te C'est déplacer, tu exactement ça et commences là, à c'est négocier plus avec du eux. tout plus du tout le même business. Par contre, tu développes tellement mieux et bah, forcément Et tu as comme une marge aussi qui est beaucoup bah, plus c'est ce que confortable, tu j'expliquais, tu vois. as tes meilleurs bénéfices donc forcément, Mm. quand aujourd'hui, avec T-Pop, j'ai les prix un peu en tête, c'est genre, un t-shirt bio, entrée de gamme avec la livraison, TVA et cetera, bref tout, dans les 14 €. Du bio, c'est pas déconnant de le vendre entre 30 et 35 € le t-shirt. Moi je le fais, j'ai des clients qui le font, ça marche très, très bien. Après évidemment, ça dépend de ton positionnement. Tu vas pas vendre un t-shirt bio à des motards, hein, ils s'en foutent, tu vois? Donc ça dépend qui tu cibles et cetera. Pareil du made in France, voilà, ça Oui, dépend à qui. après, En voilà, le sujet du Made in France, c'est encore autre chose. voilà, Mais non mais ouais. ça dépend en fait, Ta niche? il y a des gens qui sont pas sensibles et des gens qui le seront énormément. Tu vois pareil, T-Pop, ils mettent en avant, 0 papier dans leur truc, enfin 0 plastique pardon, donc tout est en papier recyclé et cetera et cetera. Enfin, ça touche pas tout le monde, hein. C'est évident. Mais en fonction de ça, bah, tu peux te permettre de vendre plus cher et derrière, bah, forcément si ton t-shirt, tu le vends 30-35 €, mais que tu l'achètes 14, je vais pas te mentir en disant que c'est quand même plus intéressant si tu l'achetais à 9 ou à 7 ou à 6, hein, Bah, forcément. surtout que là-dessus, tu as quand même ton budget pub normalement, plus tu as ton Exactement. budget. Donc au début, si tu te lances, de toute façon, moi je parle souvent, les gens, enfin tu vois, ils vont dire oui, je dépense de l'argent, mais c'est pas de la dépense, c'est de l'investissement, tu vois. Accepter de mettre du budget sur de la pub Facebook, sur un site internet Sur un ou influenceur sur et un cetera, influenceur, bien sûr. c'est de l'investissement. Après, c'est à toi de minimiser les risques de cet investissement en faisant les meilleurs choix possibles. Complètement. Mais tu peux pas faire de business aujourd'hui si tu mises pas un petit peu d'argent. Tu vois, quand on parle du print on demand, il suffit pas juste de mettre un graphisme sur un t-shirt et dire Ça ça y est, serait j'ai créé ça ma serait marque. magnifique, hein. Et surtout, elle va se vendre et je vais devenir riche avec ma marque. Ça serait magnifique. Derrière, il On faut. peut rêver de ça. Ouais, on peut rêver, mais en Après, il y a général, la la réalité. réalité, elle Non, te non, rattrape assez évidemment, il vite. faut Elle te avoir un bon rattrape assez vite. marketing, avoir un bon positionnement aussi et ça, on n'en parle pas assez, mais OK, tu cibles telle personne, mais du coup, quel est ton positionnement? Moi, je fais toujours un exercice avec mes élèves, c'est tu vas faire, par exemple, sur les chats. Admettons, on fait tout sur les chats. OK. Ta marque va tourner autour des chats, donc parce que ça la cause te touche et cetera. Pas de souci. Maintenant, comment tu vas attaquer, ton audience? Qui tu vas cibler? Comment tu vas leur parler? Et moi, ce que je leur fais comme exercice, c'est un exercice qui dure 2 jours. Quand ils connaissent vraiment pas, c'est, si tu sais pas ton avatar client, tu prends 2 jours de ta vie, tu vas sur les groupes Facebook et tu regardes comment les gens parlent. Donc moi, en fait, j'ouvre 100 profils, et du coup, tu regardes comment les gens parlent, comment ils vont se développer. Après, tu peux, commencer un peu à développer la première partie de ta marque et apprendre au fur et à mesure, Oui, comment ils parlent complètement. et en fait, au fur et à mesure, tu apprends ton avatar client. Mais pour moi, aujourd'hui, me dire: «Mais je sais pas qui est mon avatar client, je sais pas ce qu'il aime», c'est faux. Tu as un truc qui Il y a s'appelle les les réseaux moyens. sociaux, Oui, c'est ça. c'est gratuit. Il y a les forums, il y a Facebook. Enfin, les groupes Facebook, c'est quand même une mine incroyable C'est une mine d'or d'informations. Tu as des groupes géniale. sur tout. Tu dois avoir des groupes sur les chats, j'imagine, Ah sur ouais, les ah les passionnés groupes de sur les Ducky. chats, les groupes sur les chiens, tu surtout. Tu as des groupes sur les plombiers en Val Mm. d'Isère, enfin tu as tout. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est je vais voir les gens dans les groupes, je regarde les personnes les plus actives et j'ouvre tous leurs profils. Et je regarde tout ce qu'ils aiment, comment ils parlent, ce qu'ils partagent, et cetera. Ça, c'est quand vraiment je me lance dans un truc où j'ai 0 idée. Parfois, je fais du coaching avec des clients, ils me disent, voilà, moi je lance par exemple, je sais pas, bah, les pompiers. J'ai aucune idée de comment parle un pompier, ce qu'il aime, et cetera. Donc ce que je fais, c'est que je fais: «OK, voilà ce qu'on va faire, on va aller par exemple, sur des groupes de pompiers et on va voir comment ils parlent». Peut-être qu'ils parlent avec un langage moins soutenu que, bah, les personnes qui aiment les chats, peut-être qu'ils sont un peu plus âgés, un peu moins âgés, je ne sais pas. Donc Facebook va me le dire en fait et donc j'ouvre à peu près 100 profils, donc ça fait du travail, hein, mais au moins 100 profils, ça me donne quand même un bon échantillon de savoir, bah, si tu peux faire 150, 200 et cetera, tant mieux, hein, mais tu vois 100 ça te donne quand même un ouais, ça donne un bon échantillon et tu comprends comment ils parlent, tu comprends ce qu'ils ont besoin et c'est quelles sont leurs attentes et c'est ça qui est trop puissant, quoi. Donc moi j'aime vraiment bien travailler comme ça
Mais après, moi, la plupart du temps, comme je te dis, je fais des trucs de passion. Donc, j'ai pas trop ce travail-là parce que je connais. Tu connais Comme je suis la ta cible cible. et que mes amis sont la cible en général, je sais que les attentes, je sais ce dont ils ont besoin, etc. Donc, forcément, tu gagnes du temps quand tu pars sur une passion, puisque en général, tu connais déjà pas mal de secteurs. En tout cas, ce que je vois, c'est que toi et moi, on est assez d'accord pour dire que la création d'une marque, c'est le meilleur business. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je dis aujourd'hui. D'ailleurs, même quand tu fais du service, tu fais du personal branding. Mais bien Donc, sûr, tu mais crées bien ta sûr. marque, enfin, tu crées ton Mais bien identité, sûr. Mais ta touche. Donc, le branding, la création de marque, c'est le business par excellence quand tu veux lancer, que ce soit de la prestation de service ou du produit. Mais complètement. Mais le meilleur exemple pour moi, c'est, j'en avais parlé un peu plus tôt, mais c'est Apple. Ouais. Apple, eux, ils vendent pas du tout le plus de téléphones portables au monde. Ah, par contre, c'est eux qui ont la plus grosse marge et le plus gros bénéfice à la fin de l'année. Parce qu'en fait, ils s'en foutent de vendre peut-être 1 ou 2 millions appareils de moins, parce qu'en fait, ils ont tellement une marge plus intéressante, parce qu'ils ont créé une marque autour de ça, que derrière, bah, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. En fait, C'est mon exemple préféré aussi. Et puis d'ailleurs, tu vois, chez Apple, ils vendent pas des téléphones, tu vois, ils vendent des iPhones. Enfin, du coup, Exactement. rien que ça, tu vois, tu comprends en fait que ils ont vraiment, ils ont cassé le game au niveau de la téléphonie mobile. Puis après, voilà, ils sont arrivés aujourd'hui, ils vendent quand même des montres. Enfin, si tu veux, ils vendent de la musique en Enfin, ils streaming. vendent même pas des montres, ils Enfin, vendent des Apple Watch. Non, mais Ils vendent des Apple Watch. c'est exactement ça. Ils Non, ont mais vraiment créé un branding c'est- ultra puissant. Ouais. Et de toute façon, tu regardes, les plus grosses entreprises, c'est toutes celles qui ont un branding. C'est ça. Il y en Mais a par aucun. contre, ça met du temps. Ah bah Faut évidemment. accepter. En fait, à créer, et là, alors on va jouer sur les mots, mais pour moi, c'est important. À créer, c'est pas si long. Par contre, à la faire accepter, établir dans ta thématique, évidemment, ça prend plus de temps. C'est comme tout, hein, Rome, c'est pas fait en un jour, c'est exactement pareil. Mais par contre, aujourd'hui, on a quand même la chance et la possibilité d'avoir des outils qui nous permettent de créer quand même des business, peu importe la nature du business, Avec assez des rapidement. petits budgets en Et avec plus. même zéro parfois. Ouais. Ah ouais. Donc, moi, je trouve ça magnifique quand même. Ok. Bah écoute, moi je suis vraiment contente d'avoir eu cet échange avec toi. Plaisir. Pour moi, on a abordé tous les points qui sont pour moi clés par rapport au branding. Je suis contente que tu aies pu partager sur ma chaîne ton expérience sur le print on demand. J'espère que les personnes qui vont regarder cette vidéo, du coup, ça les aura inspirées. Elles pourront aller voir du côté de ta chaîne avec plaisir, et de tes formations. La playlist print on demand, il y a 75 vidéos, vous pouvez y aller. Et après, pour tout ce qui est branding, etc., moi, je les invite aussi. Enfin, tu vois, j'ai fait des vidéos sur l'avatar client, trouver son client. C'est voilà, des choses qui sont parfois un peu mises de côté et qui sont aussi la clé du succès quand on lance un business. Et c'est un truc pas sexy, mais tellement important. Mais ça fait peur, tu vois. Moi, j'ai l'impression que les gens, enfin, du coup, notamment sur la création de marque, dès que tu sors du côté un peu créatif, un peu sympa, tu vois, du business, ils ont peur. Donc, du coup, tu vois, tu parlais de chiffre d'affaires et de profit, ce genre de notions. Et dès que ça a l'air un peu plus compliqué et que c'est moins sexy, les gens ne prennent pas le temps de se former. C'est dommage. De s'éduquer sur ces concepts et surtout de mettre en place ces actions. Et comme tu dis, c'est dommage. Enfin, tu vois, prendre le temps d'apprendre quand tu es entrepreneur, c'est essentiel. On ne te demande pas d'être le meilleur, mais il faut que tu aies la base. Il faut se former. Voilà. Soit tu te formes pour être le meilleur, ou soit tu délègues au meilleur. Soit tu délègues. Alors au début, c'est peut-être pas forcément simple clair. parce que tu démarres, mais tu as raison, c'est les deux choix. Au début, tu fais tout de toute façon. Ouais. Mais c'est vrai que c'est super important. Et tu vois, avatar client, etc., c'est pas sexy. Tu vois, moi j'ai un programme sur l'avatar client, pas sexy, c'est pas celui qui vend le plus. Mais quand tu as la bonne méthode que tu suis et qu'on t'explique, parce qu'en fait, c'est pas si compliqué, souvent c'est du bon sens en fait. C'est savoir à qui on parle. C'est une bonne logique, exactement. Moi, l'exemple aussi que je prends tout le temps, c'est par exemple, un mec dans la rue, il va pas aller parler à une fille comme ça de foot, alors que ça se trouve, elle s'en fout du foot, elle veut que tu lui parles de voyage, de gastronomie et tout. Si tu sais pas à qui tu parles, tu peux pas bien lui parler, c'est impossible. Et c'est juste la base de la base en fait de la relation humaine. Mais les gens, malheureusement, c'est pas sexy. Donc, non, c'est pas sexy, donc ils préfèrent se concentrer sur le côté plus fun. Mais bon, heureusement, voilà, il y a beaucoup de contenu qui existe aujourd'hui sur Google, sur YouTube, il y a énormément de chaînes d'information qui existent, donc c'est possible. Encore une fois, je te remercie Thomas pour cet échange, c'était vraiment sympa. Et puis, je pense que voilà, on a fait le tour de la question. Je sais pas si tu veux ajouter autre chose, toi. Non, ça me paraît complet. Et puis, si jamais, comme j'aime bien dire, si jamais il y a des questions, dans les commentaires, je passerai sur la vidéo pour y répondre, évidemment. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et puis peut-être qu'on se fera dans quelques mois une partie 2. Ouais, carrément. Avec plaisir, cool. sur ma chaîne ou autre, avec grand plaisir. Avec super plaisir, vraiment Thomas. Je te remercie beaucoup. Super. Alors, je te dis à la prochaine. Ouais, à bientôt. Bonne journée.